va démarrer la table ronde et je voudrais revenir sur une des annonces dont vous avez parlé déjà, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin parce que entre Omni, Anthos et cette volonté d'ouverture de la plateforme, si je me positionne avec un regard extérieur, je me dis bon, ok, c'est des belles annonces, c'est des belles promesses. Est-ce que véritablement cette ouverture, elle existe dans la réalité et est-ce qu'on peut se connecter à des clients, à des data centers on-premise, etc. Je ne sais pas qui veut répondre safe peut-être sur là-dessus. Est-ce que in real life, Anthos, ça marche vraiment? Moi, oui, je peux en témoigner, ça marche. Safe, on n'a pas ton micro. Safe, le micro est coupé, je crois. Excusez-moi. Donc, je t'ai muté. Donc, je te disais, Anthos, au début, en fait, quand ça a été annoncé, c'était un peu abstrait. On ne comprenait pas ce que c'est, à quoi ça correspondait, par quoi ça va se matérialiser. Eh ben, c'est clair, à travers les mois, en tout cas les années, on commence à le voir de plus en plus évoluer. Et aujourd'hui, c'est du concret. On a des clients aujourd'hui qui ont des vrais besoins pour aller vers du Anthos. Je peux vous donner un exemple. On a un client qui est en Nouvelle-Calédonie. En fait, en Nouvelle-Calédonie, en fait, ils n'ont qu'un seul câble qui vient de l'Australie en termes de connectivité Internet. Donc, demain, s'ils ont tout leur… Alors, ce que tu disais, c'est que en fait, le câble Internet pour la Nouvelle-Calédonie, c'est juste un câble qui vient de l'Australie, c'est ça? C'est ça, oui. Ça a coupé, c'est ça? Ouais. Donc, il y a un seul câble. Et donc, ça veut dire que s'ils mettent tout leur cluster sur le cloud, demain, il y a une coupure réseau, ils n'ont plus accès à rien, en fait. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place du Anthos, du GKE on-prem chez eux, donc en Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir donc se rabattre sur ces clusters-là en cas de coupe au réseau. Donc ça, c'est vraiment de la réalité et c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui avec pas que ce client-là, mais avec d'autres clients aussi. Ok. Antoine, dans ton cas, tu l'as vraiment vu parce que quand on a préparé la table ronde, tu me disais, ouais, Google, ils font pas que en parler, ils le font vraiment, quoi, ce côté ouverture. Ouais, ils le font vraiment, ils le disent, et quand on va à d'autres conférences chez d'autres cloud providers, c'est assez marquant la différence. Et c'est ça qui m'a surtout marqué pour être allé l'année dernière à la conférence d'un autre provider, où j'ai vraiment vu que dans le discours, on parlait pas du tout de la même chose. Alors, c'est pas forcément une critique, parce qu'il y a des entreprises à qui ça parle pas du tout l'ouverture, le multi-cloud, l'agnosticité, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Par contre, ceux qui ont des attentes fortes, du coup, sont beaucoup déçus. Et je pense que c'est là que Google a sorti sa carte. Et quand on voit que l'année dernière, Thomas Kurian, il disait à Google Next, à San Francisco, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, il disait demain, vous voulez utiliser GCP parce qu'il y a un service qui vous plaît, c'est BigQuery, mais le reste de vos workloads, il est sur Azure. Eh ben, c'est pas grave. On va être là pour vous aider sur BigQuery. Et si demain, on peut vous aider ailleurs, on le fera, et sinon, tant pis. Et quand c'est le patron lui-même qui le dit, moi, je trouve ça assez fort. Alors, on va dire que c'est de la séduction, mais en même temps, son boulot, c'est quand même de vendre des services, donc c'est normal. Mais au moins, il a donné l'honnêteté de le dire et il essaye pas de te vendre un truc qui n'existe pas pour que tu sois sûr que tu es bien chez lui et que tu ne peux pas aller ailleurs. Alors moi, je trouve ça honnête. Sur le sujet de l'ouverture et de ce que ça donne dans la vraie vie, qui peut prendre la parole aussi, Florent. Florent, tu as des clients qui ça pose vraiment des problèmes, l'accès à la data qui soit pas dans le cloud. Oui, on a toujours des soucis avec des données, notamment. Bon, là, Google est maintenant hébergeur de données de santé, ce qui n'était pas le cas avant, mais du coup, on avait des workloads sur de la donnée de santé qui était un peu plus problématique. Aujourd'hui, c'est vrai quand on veut vraiment se dire, on a une stratégie multi-cloud, souvent, en tout cas chez les clients chez qui je vais, souvent Google est un des clouds, de toute façon. Et derrière, il y a soit une combinaison avec d'autres cloud providers, que ce soit Azure, AWS ou autre. Mais souvent, Google est là parce que je pense que justement, c'est le plus facile à s'interfacer avec d'autres. Et dans la réalité, ça marche plutôt bien. Alors après, on a toujours des petits frais à gauche à droite. Il faut faire attention quand on commence à transiter de la donnée entre cloud providers. Mais en tout cas, ça marche et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Didier, des retours terrain aussi sur ce sujet-là, avant qu'on donne la parole à Jean-Charles pour savoir où on va sur ce côté ouverture. Moi, je suis vraiment fan de cette vision, c'est-à-dire je vois peu de clients qui disent mon futur est monocloud. Et pour moi, ça fait partie de ma vision et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un gros supporter de Kubernetes, c'est-à-dire Kubernetes pour moi c'est un espèce d'OS du cloud qui doit amener justement
une espèce d'abstraction qui va retirer de l'adhérence au cloud provider. Donc, tout acteur qui va dans ce sens, qui dit, moi, je cherche pas du lock-in, je vous propose des solutions qui vous permettent de fonctionner sur diverses infrastructures, je ne peux qu'apporter cette vision. Alors, pas de lock-in, effectivement. Alors, ceci dit, on reste quand même avec quelques soucis quand on a des clients internationaux qui ont des datas en Chine, en Russie, etc. Comment on fait dans ce cas-là, Jean-Charles? On respecte la régulation locale du pays, tout simplement. On ne peut pas passer à travers ça. Voilà. Clairement, Anthos est un moyen pour les entreprises de pouvoir respecter des régulations d'utilisation de données entre les frontières du pays quand Google n'a pas de région. Voilà, donc tu as donné 2 exemples en Russie ou en Chine. Mais c'est pas, entre guillemets, c'est un enjeu qui est un enjeu de régulation, mais très souvent, il y a des enjeux politiques ou des enjeux contractuels liés à ça. Donc, il faut toujours faire preuve de pas mal de discernement là-dessus et toujours bien faire attention. En tout cas, d'un point de vue stratégique, c'est clair qu'Anthos, pour faire face à ces enjeux-là, c'est une pièce forte. C'est une pièce très forte qui n'est pas suffisante, mais une pièce très forte et qui va aider Google, et qui l'aide déjà, mais qui va l'aider sur les prochains mois et années, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'ouverture qu'on n'aurait pas cité encore des API, des choses comme ça qu'on peut faire. Ouais, l'ouverture, elle passe par le fait de respecter des standards et des API open source. Et entre guillemets, comme l'a dit très bien Didier, comme Linux a été l'OS sur les serveurs pour permettre d'avoir une portabilité applicative au niveau d'un serveur, reprendre ce même principe-là avec un système d'opération qui se met au-dessus d'un cloud provider et qui ouvre cette API open source et qui permet de déployer l'ensemble, entre guillemets, presque d'un système d'information, si on pousse assez loin les choses. Oui, c'est ça qui projette. Et la vision de Google, elle est sur ça. Et les 3 composants phares qui sont autour d'Anthos, qui sont Kubernetes, Istio et Knative, les 3 reposent sur des blocs open source pour permettre justement aux clients qui vont déployer sur Anthos de pouvoir déployer ailleurs s'ils en ont envie aussi. Et tu me disais, il y a Vision API aussi maintenant qui est disponible. Et donc voilà, ça c'est un des gros points, c'est que avoir un cluster Kubernetes avec un Istio et un Knative, c'est super pour aller moderniser un parc applicatif. Néanmoins, ce que les clients demandent, c'est aussi d'avoir accès à des services managés à valeur ajoutée. Et pouvoir notamment avoir des services de machine learning qui sont exécutés dans les data centers et qui sont sous propriété intellectuelle Google, ça permet à des clients de récupérer un niveau d'innovation qui mettrait énormément de temps à faire eux-mêmes et le déployer de manière homogène entre GCP et Anthos grâce à Kubernetes, aux API Kubernetes. Ça permet de voir aussi et toucher du doigt aux clients que la portabilité, vous voyez, c'est la portabilité de vos applications, mais c'est aussi la portabilité des applications que fait Google finalement. Et c'est une preuve concrète que le modèle fonctionne. Et c'est le premier, j'espère, et qu'il y en aura plein d'autres qui arrivent. Voilà, on est très ancré dans la conversation, très ancré sur la technique, sur l'outillage, le côté plateforme faite par des devs pour des devs. Moi, je voudrais qu'on remonte un peu d'un cran sur la partie utilisabilité. Il y a un sujet qu'on évoque beaucoup avec les clients en ce moment, enfin ça commence à prendre, c'est la partie FinOps. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'outillage finalement, faut le faire soi-même. Enfin, Antoine, quand on avait parlé ensemble, tu me disais, la partie FinOps, finalement, c'est là où il y en a plein ceux qui utilisent les autres providers nous posent des questions parce que c'est vrai que chez les autres, c'est assez riche, en tout cas au moins dans cette partie-là, donc tant mieux. Et du coup, sur Google, il y a plein de choses à faire. Alors nous, ça nous gêne pas parce que comme tu disais, c'est une plateforme de dev faite par des devs pour des devs. Initialement, c'est dans son ADN. Et nous, on l'aime pour ça. Donc nous, quand on en parle avec conviction et on dit, non, mais c'est pas grave. Mais il est vrai qu'il y a un autre écosystème, c'est-à-dire toutes les autres personnes qui sont pas encore dedans, qui eux sont habitués à avoir un écosystème d'outils et de partenaires. Et du coup, là, quand ils arrivent sur un sujet comme le FinOps, qui est un sujet qui parle, parce que forcément, on parle d'argent avant tout, on parle aussi de planète, mais on parle surtout du portefeuille en premier. Donc là, on touche tout le monde. Et là, les gens ont l'habitude d'avoir des outils clés en main. Alors, je leur jette pas la pierre. Et du coup, ils se sentent un petit peu à la rue.
Et du coup, pour moi, c'est vraiment. Alors, tu m'as dit qu'on aurait le droit aussi de dire ce qui manque, et du coup, je vais le dire. Hein, j'ai pas mis de t-shirt GCP pour pas qu'on croie que je vais faire que de la pub, mais je dirais que du bien de se faire en tout cas. Et du coup, pour moi, ce qui manque sera plutôt ça, c'est un écosystème de partenaires et de solutions surtout qui permettent d'accéder à des fonctionnalités sans avoir besoin de monter en compétences. Même si nous, on est persuadé que c'est pas un boulot infaisable, il y a des gens qui veulent même pas se poser la question. Ils veulent des outils clés en main. Ils veulent prendre en main GCP et dire ouais, je fais du GCP, c'est facile. Pour nous, ça l'est déjà. Pour eux, ils ont l'impression que c'est trop dur. Alors, monter un dashboard de Data Studio et faire du reporting FinOps, c'est vraiment très facile, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Ça se fait. Aujourd'hui, Safe, par exemple, comment on fait on a un compte de billing, on veut savoir qui refacturer pour tel service. Est-ce qu'on peut le faire, en fait? Si, on peut le faire. Donc, en fait, en gros, je rejoins un peu Antoine. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui un outil ou un dashboard ou une suite d'outils qui permettent de le faire de façon centralisée et précise. Aujourd'hui, c'est une combinaison de plusieurs techniques, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu, en fait, le recommandeur côté GCE, par exemple. Tu vas avoir le GKE metering pour voir un peu la consommation côté GKE. Tu vas avoir un peu la facturation en soi à exporter, comme l'a dit bien Antoine, sur BigQuery, faire un dashboard Data Studio. C'est un peu une combinaison d'outils, plus un peu un savoir-faire aussi, hein, des techniciens qui sont capables aujourd'hui d'aller voir les services, voir ce qui va pas, est-ce que c'est bien dimensionné ou pas. Mais je pense qu'il y a en tout cas du progrès à faire dans ce domaine-là qui est le FinOps et qui reste assez vaste. Hein. Moi, si je peux parler. Ouais, pardon. Ouais. Moi, justement, c'est ce que je disais en intro dans ce qui m'a un petit peu marqué de la Next. Je pense que côté FinOps, il y a un vrai travail qui a été fait sur BigQuery parce que c'était, comme je le disais, c'était un peu la bête noire des FinOps, justement, parce que les gens disaient, bah ouais, mais moi, BigQuery, c'est bien beau, mais je ne sais pas combien je vais payer à la fin du mois. Parce que c'était pas facturation à la base à la requête. Et là, il y a beaucoup de travail qui est fait côté BigQuery, donc avec ce que je disais tout à l'heure, les flex slots, les reservations, etc., et qui va vraiment permettre de bien différencier les bons workloads sur les bons slots, etc. Et en plus, il y a toute la partie administration de BigQuery qui est en train d'arriver. Donc, il va y avoir une UI spécifique pour l'administration avec le suivi des coûts, combien on consomme. Il va même y avoir un outil. Alors, bon, celui-là, c'est un outil qui va nous enlever un peu notre travail. C'est-à-dire, c'est l'outil qui va vous permettre aujourd'hui de prendre en fait, de prendre votre consommation et de vous dire exactement ce que vous devez prendre. C'est-à-dire, est-ce que vous devez prendre du flex slot, est-ce que vous devez prendre du reservation slot, etc. Donc ça m'enlève un peu mon travail parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je dis, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Mais du coup, il y a ces outils-là qui vont sortir et qui renforcent vraiment cette partie FinOps, en tout cas côté data. Et du coup, Jean-Charles, on va avoir plus d'outils de ce point de vue-là ou c'est pas la philosophie Google? Alors, moi, ma pirouette que j'utilisais par rapport à ça, c'est en gros, tu fais du FinOps chez les autres parce que c'est compliqué de gérer la facture. Voilà. Parce que la facture GCP, elle est facile à gérer. Donc, du coup, le FinOps. Dans la vérité, si tu regardes sur les 2 dernières années, le besoin d'avoir une prédictabilité des coûts, c'est un des points qui remontait le plus fort des clients. Même si c'est pas très cloud, entre guillemets, de vouloir prédire ses coûts, parce que c'est... Ouais, j'allais le dire. Mais néanmoins, c'est un besoin très fort qui est présent. Et finalement, il faut qu'on arrive dans les produits à offrir de la prédictibilité. Mais cette prédictibilité, il faut quand même qu'on donne beaucoup de souplesse pour qu'elle ne ferme pas le client sur l'utilisation de son service. Et ce trade-off-là sur l'ensemble des services, ça demande un travail d'itération sur les 2 dernières années. Et on l'a vu avec BigQuery, puisque les slots qui sont arrivés sur BigQuery sont arrivés d'abord avec des très gros slots parce qu'on a fait ça pour les gros clients. Et finalement, des gens qui avaient vraiment besoin de ça, c'est très peu de personnes. Donc, on a baissé la taille des slots et maintenant, on a des flex slots où les durées d'engagement sont beaucoup plus faibles. Et ainsi de suite. Si on regarde les DM, les engagements sur les committed use discount vont être beaucoup plus simples à utiliser entre différents projets. Donc ça, effectivement, on va avoir un modèle de facturation qui se structure et qui se complexifie plus par rapport au modèle historique, j'aurais tendance à dire. Et effectivement, le besoin d'avoir de la visibilité sur les coûts, elle est présente. Actuellement, la stratégie, c'est plutôt fournir des primitives, au moins, pour qu'on puisse prendre les décisions correctes. Donc, tu donnais le cas de GKE metering, par exemple, pouvoir savoir quel pod consomme quelles ressources, c'est une primitive qui est importante pour prendre une décision plutôt que de savoir quel serveur tourne. Tu vois. Derrière,
la logique métier, on n'est pas encore à une logique métier à 100% automatisée et qui prendra toutes les décisions à la place des consultants et des sociétés de services. Néanmoins, on le voit sur quelques annonces, il y a des fonctionnalités d'IA de plus en plus, Active Assist, qui vont être là sur la partie opération. Et on peut imaginer effectivement que dans un futur plus ou moins proche, ça se développe. Mais en attendant… Ouais, je vais juste, si tu veux me permettre, je vais juste rajouter un petit point. C'est pour moi la culture FinOps, c'est quelque chose qui est aussi d'assez nouveau en fait. Et l'un des sujets principaux avant, en fait, on se posait pas trop cette question puisque en fait, on achetait une infrastructure, on avait embarqué le coût et après dans cette infrastructure, on essayait de mettre un max de fonctionnalités sans trop se préoccuper de savoir quelle était la valeur que crée cette fonctionnalité qu'on demandait aux devs. Ou aux gens de l'infra, peu importe. Et là, maintenant, il y a quelque chose où il faut muter, c'est de se dire, il faut commencer à se dire, vu que c'est plus un problème d'infrastructure, quel que soit le besoin qu'on a, on aura l'infrastructure quasiment maintenant pour pouvoir rendre le service qui est demandé. La question qu'il faut se poser maintenant dans une culture FinOps, c'est est-ce que le besoin que j'ai un vrai besoin, est-ce qu'il va, si on me le satisfait par l'infrastructure, est-ce qu'il va me créer suffisamment de valeur par rapport au coût qu'il génère? Et je pense que ça, c'est les vraies questions maintenant qu'il faut être amené à se poser et travailler très en amont et être capable de classer les besoins que l'on a en fonction de la valeur qu'ils créent et du coût qu'ils vont générer. Olivier, si je peux juste me permettre. Sur la maturité, ouais, Safe. 2 secondes sur la partie billing. En tout cas, vas-y, si tu as le droit de contredire Didier, vas-y. Non, c'est juste pour compléter. Je vais faire une prédiction. Je ne sais pas, mais je pense que ce serait sympa d'avoir un outil qui s'appelle Billing Command Center, par exemple, qui est l'équivalent de Security Command Center, qui fait du scan et de la prédiction côté sécurité, aussi côté billing. Ça peut être sympa de l'avoir demain. C'est un peu Dr Billing. Voilà. Je ne sais pas. On verra si ça va se réaliser ou pas. On veut. La demande au Père Noël est faite. Est-ce que du coup, je vais peut-être poser la question à Jean-Charles, est-ce que on peut penser qu'on va vers une démarche un peu plus orientée solution de la part de Google? Il y a eu des choses il y a eu une approche plus verticale, il y a des choses un peu plus packagées. Sur ce côté utilité aux solutions, où est-ce qu'on va? Le go-to-market dans la relation qu'a Google Cloud avec ses clients est de plus en plus aligné sur des industries. Et entre guillemets, se différencier sur l'industrie d'un point de vue infrastructure, ça peut arriver sur certains use cases, mais c'est quand même pas le principal point de différenciation à la performance d'une VM, d'un disque ou d'un network. Par contre, savoir comment j'apporte une vision métier, enfin en tout cas une analyse métier avec de la donnée ou avec du machine learning, là, on parle de quelque chose, effectivement, on est de plus en plus proche d'une discussion métier et industrie. Donc, si vous regardez Next, il y a eu 2 annonces sur des solutions de machine learning pour la partie finance, entre guillemets, qui sont liées soit pour une partie sur les traitements des dossiers de prêts bancaires. Voilà. Donc, si vous remplissiez votre dossier sur les prêts, vous allez voir, vous allez signer pas mal de documents, envoyer beaucoup de documents qui sont au format papier ou vous allez faire des photocopies. Et ça demande un traitement de office qui est lourd actuellement. Donc, ça, c'est des choses qui sont automatisables avec du ML. Et si vous commencez à regarder dans la partie Document AI, donc qui est un des produits qui sert à faire de l'analyse documentaire sur GCP, il y a des services, vous pouvez vous amuser là, vous pouvez mettre une facture. Voilà, et vous allez voir qu'automatiquement, le service va très bien détecter des champs et des labels associés à un type de facturation. Est-ce que c'est l'ID, est-ce que c'est le procurement, ce genre de choses. Et c'est parce que ça devient un service, entre guillemets, spécifique pour gérer du procurement. Donc ça, le procurement, à peu près toutes les entreprises ont ces enjeux-là, d'une toute petite entreprise à une très grande entreprise. Mais le ML, c'est un bon moyen d'aller avoir un impact métier fort avec des solutions cloud. Et vu que Google, quand même, on sait faire un peu de ML, on peut imaginer qu'on a commencé avec 2 use cases qui sont très spécifiques métiers, qu'il y en aura pas mal d'autres qui arrivent dans le futur. Ça marche avec les factures Amazon? La partie solution, j'aimerais bien qu'on parle juste 2 secondes. Alors, c'est pas Google Cloud, mais qu'on parle de G Suite ou Workspace maintenant. Hein. Pas se tromper. Alors, c'est pas Google Cloud, mais finalement, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'à un moment donné, on peut envisager que le fait que Workspace ait évolué puisse avoir une influence ou des interactions entre les deux? En se plaçant entre
de vue de l'utilisateur. Ouais. D'un point de vue utilisateur, Moi, je peux te dire juste, Jean-Charles, Ouais. juste que pour avoir fait les deux et avoir eu le GCP derrière les deux, je peux juste vous dire, au-delà de l'intégration, et forcément elle est meilleure avec G Suite, c'est normal. Mais c'est juste que ça fédère les gens et ça permet un accès forcément plus facile à l'application que tu vas mettre sur GCP. Et du coup, beaucoup de choses sont beaucoup plus fluides. Et c'est indéniable. Ah, c'est évident. Il n'y a même pas photo. Là, je peux faire la constatation. On ne sait pas où on en sera dans 5 ans, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas photo. Jean-Charles, je te laisse parler de la partie technique, mais voilà. Réfléchissez. En gros, par rapport à ta question solution et l'intégration G Suite, on le voit, il y a aussi une nouvelle business unit chez Google Cloud qui était historiquement beaucoup autour des API et APJ. Donc là, qui s'appelle Business Application, entre guillemets, et qui va mettre aussi bien les solutions no-code avec AppSheet que les solutions API Management. Et il y a quand même une volonté aussi sur GCP d'offrir des solutions qui sont très directement utilisables par Citizen Developer. En gros, c'est un des concepts à la mode de dire qu'à terme, les gens doivent créer des applications de manière autonome sans capacité de développement. Et donc ça retouche un peu du doigt un univers qui était présent dans G Suite et que Anton a bien connu. Voilà. Et qui a un vrai impact sur les organisations, je trouve, sur leur capacité à gérer leur système d'information de manière plus légère, un peu plus agile, avec des solutions qu'ils peuvent prendre en main. Un peu comme G Suite, où tout le monde peut prendre très facilement en main G Suite. Antoine, AppSheet et le no-code, ça te parle? C'est envisagé chez toi? Nous, c'est clair que c'est un sujet hyper important, puisque on n'est pas une entreprise d'informaticiens. Même si on a les meilleures équipes du monde, puisqu'on est dedans, hein, forcément. Mais en tout cas, les gens du métier, ils ont envie de faire des choses d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'être dépendants d'autres personnes, ils ont des demandes. Et ça peut être un autre moyen de les embarquer, de les séduire. Après, il y a eu un passif, effectivement, Jean-Charles en a parlé. On va pas la raconter, mais on sait tous ce qui est devenu AppMaker. Mais AppSheet est là, il arrive. Moi, j'ai eu un œil au début très critique parce que je venais de l'AppMaker AppScript et je comprenais pas. Ça évolue, la roadmap elle est forte, l'intégration avec les services est forte, comme l'a dit Jean-Charles. Et là où ça m'a vraiment rassuré, et c'est pas une blague, c'est quand j'ai regardé ce que faisaient les autres. Et là, je peux vous dire que là, on est très loin devant, parce que Amazon a sorti un service de no-code que j'ai testé. Je pense qu'ils n'ont pas la même conception du web que Google. Enfin, il faudra vraiment qu'ils aillent prendre une petite vidéo sur Wikipédia, parce que là, on est loin. Mais voilà, petite blague à part. Non, c'est bien, c'est prometteur. Didier, je suis sûr que tu boues d'intervenir parce que le no-code, tu as des avis assez tranchés sur le no-code et le low-code. Ouais, donc bon, déjà juste pour revenir sur l'intégration de G Suite avec G Cloud, pour moi c'est vraiment très important ce binôme. Il m'arrive fréquemment de faire des applications qui vont sur du BigQuery par exemple, où je vais faire une requête qui fait une jointure avec un Google Sheet et puis une table. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que un Google Sheet, c'est quelque chose qui est très accessible. Je peux m'en servir de table de référence, de choses comme ça, et après de mixer avec mes données. Ça mène énormément de souplesse et c'est très très simple à intégrer et ça permet justement d'aller très vite. Et on se rapproche justement de ces approches. Alors déjà, moi, plutôt qu'on parle, il y a deux termes par rapport à no-code et low-code. Pour moi, no-code, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui arrive. Ça existe déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi, Google Forms, c'est du no-code. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un formulaire et de récupérer de la donnée. Je fais un Google Form, je l'ai en 2 secondes. Avant, il fallait que je code pour avoir ça, pour collecter cette donnée. Maintenant, j'ai plus besoin. Là, je suis dans du vrai no-code. Et c'est un besoin qui arrive, qui peut être mis entre toutes les mains. Et c'est pas un besoin récent, c'est un besoin qui était là et qui est comblé depuis un certain temps. Et on l'a sur plein d'autres axes. Le low-code, c'est un petit peu différent. Je permets à quelqu'un du métier, je parle bien du métier, de pouvoir coder un petit truc qui va lui permettre, sans faire appel à des devs, de régler une problématique métier qu'il a lui, en fait. Donc, dans cette optique-là, moi, ça me va bien. C'est-à-dire, en gros, d'avoir quelqu'un qui fait du low-code, c'est un petit peu comme quelqu'un fait, j'ai mon tableur, je vais pas avoir à appeler un informaticien pour qu'il me crée ma formule. Donc, j'ai besoin de pouvoir faire un petit peu de code, donc du low-code, qui va me permettre de mettre un petit peu de métier au-dessus de ma donnée. Donc, dans cette optique-là, je vais bien.
Le problème, on le voit bien avec le tableur, quand le tableur devient une application qui est distribuée dans toute l'entreprise, là, c'est danger en fait. Donc, moi, je suis convaincu que le low-code a un avenir. Il faut absolument que les gens du métier puissent développer des petites applications pour eux, à lesquelles ils ne font pas appel à des informaticiens pour les créer. Ils vont les développer. Par contre, ces applications, elles doivent être cantonnées à leurs propres besoins et surtout pas se déployer dans l'entreprise parce que là, ça devient un vrai danger. On va pas laisser croire que le métier de développeur n'est pas un métier. Je me mettrai forcément en opposition à ça. J'espère, on va pas laisser croire ça. Je voudrais aborder un autre sujet, si vous voulez bien, un sujet peut-être un peu plus polémique. J'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps en disant que le cloud était un des meilleurs alliés de la sobriété numérique. Je me suis fait rentrer dedans par des gens qui disaient oui, mais de toute façon, si on fait plus de numérique, c'est pas bien. Bon, d'accord. Mais ma réponse, c'est de dire si on fait du numérique, autant le faire bien. Et normalement, avec le cloud, on a de la mutualisation. Et a priori, c'est un peu plus raisonnable. Je voudrais votre avis là-dessus. Voilà, est-ce que véritablement, on peut être un allié de la sobriété numérique en faisant du cloud? Et comment? Évidemment. Évidemment, et c'est même très important. C'est marrant parce que ça fait rire les gens quand on parle en public et les gens disent que c'est marrant et tout. C'est les mêmes personnes qui rigolaient il y a 10 ans quand on a affiché la consommation des voitures sur les fiches techniques dans les concessions. Et du coup, maintenant, c'est les gens qui sont super intéressés par ce chiffre-là quand il y a la pub à la télé. Ouais, c'est hyper important et on voit bien que Google est hyper en avance. Encore une fois, je les défends pas, mais là, c'est clair qu'il n'y a même pas match. Et là, il y a vraiment des choses énormes qui arrivent et je peux pas trop en parler parce que on a été abordé sur le sujet assez récemment. Mais il y a vraiment une vision, une envie de communiquer. En gros, l'idée, ça va être de communiquer sur qu'est-ce que tu consommes chez Google et quel est l'impact que ça a là où c'est et combien ça consomme. Ça va être ça l'idée. C'est juste énorme de se dire, on va plus me parler que d'argent, mais on va aussi me parler de ce que ça consomme en ressources sur la planète. Et ça, c'est vraiment top. Les consommateurs ont besoin de ça. Et aujourd'hui, il y a des consommateurs qui choisissent des produits en fonction de ça. Et donc, il faut qu'on en tienne compte. Au-delà du fait qu'on a envie de sauver notre planète, bien sûr, évidemment, on a envie que nos enfants ils grandissent dans un monde meilleur. Là, je fais un peu un peu le père de famille, mais voilà. Mais surtout, il y a aussi le côté consommateur, parce qu'on est des entreprises et voilà, le but, c'est de vendre un produit, après pas à n'importe quel prix, effectivement. Et même à l'intérieur du cloud, finalement, le choix de la technologie type VM versus serverless, c'est aussi lié à ça? Ouais. Ça peut? Moi, je finirai ma partie, après je vais essayer d'autres parler, mais nous, en tout cas, dans ce qu'on déploie aujourd'hui, on est anti-VM. Alors, je suis désolé pour Google parce que ça rapporte plus d'argent, parce que forcément, la compute fait que, indépendamment, quand tu la contrôles pas, il y a toujours des petits moments où même si tu l'éteins, si tu t'en sers pas, tu payes forcément un petit peu plus. Mais nous, on est contre la VM. En tout cas, quand on ne migre pas quelque chose d'existant et qu'on part de zéro, enfin, nous, si on adore GCP, c'est parce qu'on adore le serverless. Donc, nous, c'est nos VM. C'est clair que c'est interdit. Voilà. Justement, ça c'est ce que j'allais dire, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, clairement, hein, quand on va en clientèle ou on va donner des conseils par rapport à des architectures, c'est clair qu'on va, dans un premier temps, privilégier tout ce qui est solutions managées, qui sont gérées par la plateforme, parce que c'est une gestion qui est optimisée, qui est mutualisée entre plusieurs clients, au lieu de monopoliser et de réquisitionner des ressources dédiées, privilégier tout ce qui est serverless, parce que déjà, clairement, on va payer ce qu'on va consommer au final, et derrière, pareil, on va avoir un impact qui soit le minimum possible, en tout cas par rapport à la planète et autres. Donc, c'est très important aujourd'hui le choix des produits par rapport à toutes ces contraintes, et on le voit de plus en plus. C'est que les gens aujourd'hui sont avertis, sont conscients par rapport à toutes ces problématiques, et ils nous posent des questions par rapport à ça. Donc, c'est quoi la stratégie de Google derrière? C'est quoi leur politique? Est-ce que les produits correspondent bien? Est-ce qu'ils annoncent en termes de gros principes? C'est très important tout ça. Donc, on le voit de plus en plus. Alors, Jean-Charles, on va rappeler, Google aujourd'hui est carbone neutral parce qu'il y a de la compensation carbone. Et l'objectif d'ici à 2030, c'est d'être carbone free, c'est ça? Ouais. Alors déjà, sur les notions de carbone neutral, ça fait longtemps que Google est carbone neutral depuis 2007. Donc, c'est quand même important pour y arriver en 2007, ça veut dire que c'est pas une décision qui a été prise hier. Voilà. Sur la manière de faire la compensation, si tu regardes en détail comment elle est faite, c'est de l'investissement sur du projet en direct. Tu vois, c'est pas en allant racheter des crédits carbone sur un second marché, quoi. Donc, c'est vraiment un engagement très fort de Google là-dessus. Et pour aller plus loin, oui, c'est ça. C'est effectivement, il va falloir être capable de mieux gérer notre utilisation énergétique,
de faire du stockage potentiellement en data center à certains moments et de devoir inventer des technologies qui utilisent qui existent plus ou moins actuellement pour pouvoir, d'ici une dizaine d'années, pouvoir avoir vraiment un impact CO2 qui est à zéro. Encore une fois, hein, c'est mettre la barre, c'est la vision 10X de Google. Hein, c'est vraiment ne pas seulement essayer de voir une innovation incrémentale et de se dire comment on va faire un peu mieux, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas pour traiter le problème de manière radicale. Donc moi je trouve ça absolument fantastique. Antoine a priori eu quelques infos, c'est bien pour donner plus de visibilité sur les prises de décision quand on fait les architectures, sur les choix des services par rapport à l'impact CO2 des services. Donc ça, effectivement, c'est une tendance qui est forte et qui est beaucoup demandée actuellement. Moi, la réponse que je fais par rapport à ça classique, c'est votre facture vous donne un excellent indicateur de votre impact CO2 parce que le coût énergétique dans les data centers, il est vraiment pas négligeable. Et si la VM coûte cher, c'est parce qu'elle fait tourner sur un serveur et qu'il faut mettre de l'électricité dans le serveur et que c'est pas mutualisé. Donc, du coup, c'est une bonne manière de voir. Et c'est pour ça que le serverless est puissant, parce qu'on mutualise beaucoup plus. Et donc, mécaniquement, vu la somme de clients, ça permet de baisser la consommation énergétique de chaque client. Avant de passer aux questions de nos participants, une dernière question pour ce panel. Messieurs, on est 7 mecs ici. Il n'y a pas de femmes dans le cloud? Si, il y a Stéphanie Wong de Google, visiblement, qui est plutôt sympa. Après, des autres entreprises, on ne sait pas, j'espère, on n'a pas de démo en ligne, mais chez Google, il y a Stéphanie Wong. En tout cas, peut-être qu'elle va aller travailler chez Sphère demain. On ne sait pas. On aurait pu demander à Stéphanie Wong de venir. Ouais, on aurait pu. Donc, on aurait dû. On aurait dû. Ah, c'est un gros engagement pour une session. Personnellement, tu vois, là, j'aurais dû réfléchir différemment et on aurait dû faire quelque chose. Enfin, tu vois, j'en parle en live parce que. Bah, tu vois, aussi, ça voilà. Moi, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière proactive, éviter de le subir au maximum. Clairement, chez Google, moi j'ai vu évoluer les politiques de recrutement sur les 3 dernières années pour justement éviter, on a tous des biais, on travaille dans une industrie où c'est bien renforcé et il faut de manière extrêmement active lutter contre ça. Donc, tu vois, là, je pense que la féminisation fois de refaire un panel beaucoup plus représentatif. Didier? Non, mais évidemment, je suis bien en phase avec ça. Pour moi, c'est une lutte, je peux même pas dire quotidienne, parce que ça fait des années que je pousse pour que notre métier, il y ait plus de femmes qui viennent de notre métier, parce que ce panel-là n'est que le résultat de ce qui s'est passé il y a des années dans les filières scolaires, dans le recrutement, voilà, enfin, c'est un panel d'experts et cette expertise, elle vient d'il y a 10 ans. Donc, régler ce problème-là du genre, bah, on peut le gérer aujourd'hui, mais on aurait pu le gérer aujourd'hui, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai des politiques actives et j'essaye au maximum d'avoir des gens qui s'intéressent à notre métier et des femmes qui s'intéressent à notre métier. Et c'est de là qu'on arrivera à transformer l'IT dans sa profondeur et que ce soit beaucoup plus équilibré. Mais c'est un travail vraiment de longue haleine. Mais voilà, je présente nos excuses en fait au nom de Sphère. C'est vrai qu'en préparant la table ronde, on n'a pas immédiatement pensé à ça. Voilà, donc ça, on l'a dit, et on va passer aux questions des participants. La question numéro 1, où se place API Gateway par rapport à APG? Je peux répondre, parce que c'est moi qui ai un peu présenté API Gateway. En gros, en fait, c'est déjà, donc API Gateway, je l'ai un peu dit, c'est un peu mon ressenti, c'est un peu la next generation de Cloud Endpoints, qui sont des produits qui peuvent avoir des backends en GCP. Donc, c'est un produit GCP pour des backends GCP. Alors qu'APG, historiquement, donc c'est un produit qui a été racheté par Google et qui, lui, peut avoir des backends, quel que soit l'endroit d'hébergement de l'application, que ce soit en premise, que ce soit chez d'autres cloud providers ou aussi chez Google. Après, en termes de fonctionnalités, clairement, APG, il a des fonctionnalités avancées qui sont plutôt niveau entreprise aujourd'hui
pour vraiment exposer de façon sécurisée, fiable et scalable les API. Je ne dis pas que Cloud Endpoint ou API Gateway ne sont pas scalables, ne sont pas fiables, mais ils n'ont pas toutes les fonctionnalités aujourd'hui disponibles au niveau d'API. Clairement, c'est ça. C'est un subset des fonctionnalités d'un API Manager, une API Gateway. Pour faire un API Manager, il faut souvent certains composants au part. Et si tu regardes, tu as la partie billing, tu peux avoir plein de sujets sur l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'API qui sont pas REST. Tu as plein de features qui sont très enterprise et systèmes classiques data center qui sont très présents dans un service comme APG, alors que API Gateway n'a absolument aucun intérêt d'aller se connecter à un backend XML, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un subset qui est Cloud Native, qui est basé sur Envoy, et un autre produit qui est là pour être à la fois en Edge, à la fois multi-cloud et traiter des services applicatifs qui sont assez anciens. On a perdu Olivier. Olivier a été déconnecté. Oui, c'est pas, ouais. Il était déconnecté, excusez-moi. Les aléas du direct. On a une question sur la data. Donc, j'imagine que ça va être plus pour Florent. Question sur le positionnement de Data Studio avec l'arrivée de Looker dans le portefeuille. Nous, on a posé la question. Oui, et puis Antoine a posé des questions, je crois. Florent, tu veux y répondre, je te laisse répondre. Mais en tout cas, nous, on a posé cette question il n'y a pas longtemps. Mais vas-y, je te laisse. Alors moi, j'ai une vision là-dessus qui est peut-être technico-pratique. En fait, Data Studio, c'est un produit qui aujourd'hui est gratuit, qui reste gratuit, qui offre une capacité de visualisation, de dashboarding simple, même un peu plus avancé que simple maintenant, parce qu'on peut faire de la custom visualisation, on peut faire pas mal de choses, et qui offre quand même une bonne perspective pour faire du dashboarding sur GCP. Effectivement, il y a eu le rachat de Looker il y a maintenant 1 an et demi, et on se demande où se place Looker par rapport à Data Studio. Pour moi, en fait, Looker, ça s'inscrit plus que juste dans un outil de reporting. On va pouvoir faire plus de choses dans un Looker que dans un Data Studio, ce qui est logique. Là où moi, j'ai encore pour être honnête, j'ai encore un doute et je ne sais pas exactement comment le placer chez mes clients, c'est au niveau du pricing. Le pricing Looker est pas très clair. En tout cas, de ce que j'en ai vu, j'ai pas réussi à trouver une info fiable là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que les capacités que Looker a derrière pour vous permettre de faire justement des custom visualisations, ce qu'on disait tout à l'heure, du low code, des choses comme ça pour des user business, pour qu'ils puissent triturer leurs données un peu dans tous les sens, faire leur propre dashboarding et afficher des choses qui sont pertinentes pour eux. Ça, Looker, il y a vraiment un intérêt. Maintenant, comme disait tout à l'heure dans la philosophie FinOps, est-ce que cet intérêt couvre les coûts que coûte Looker? Ça va dépendre des use cases, ça va dépendre des... Vas-y, Antoine. Antoine, c'est exactement ça. La première question qu'on a posée à Google, c'est est-ce que vous allez abandonner ou moins faire évoluer Data Studio? La réponse, c'est pas du tout. C'est deux produits différents. Il y a un produit qui est gratuit. D'un côté, tu as très bien résumé, Florent. J'aurais pas dit mieux, j'aurais même dit moins bien. Mais du coup, Looker, il a vraiment le LookML qui est son langage à lui, qui va permettre de faire des choses vraiment dingues. Et nous, on a beaucoup de demandes, justement, effectivement, de métiers qui nous demandent d'avoir accès, de pouvoir faire des choses eux-mêmes sans que ça soit déployé un script Python, parce que quand tu leur dis ça, ça leur fait peur. Et du coup, on est vraiment bien. Après, sur le pricing, je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué, c'est complexe, et je pense que ça va évoluer. Mais je vais laisser Jean-Charles peut-être donner un avis. Je pense qu'il est mieux placé que nous pour en parler. Alors, je ne suis pas le plus grand spécialiste de Looker de l'histoire. Ce que je vois, c'est quand même qu'il y a une bonne traction des utilisateurs. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à utiliser, globalement, l'écart avec Data Studio est significatif et on voit bien qu'il y a, c'est pas exactement les mêmes usages. Il y a des cas très avancés. Moi, j'ai vu un use case là de marketing activation avec Looker qui a suffi, entre guillemets, à gagner le projet pour Looker et à justifier l'investissement en licence. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une valeur intrinsèque qui est forte avec ce produit-là. Après, la question, c'est, personnellement, je pense qu'actuellement, le mécanisme de pricing et la visibilité n'est pas cloud ready. Voilà. Et que l'enjeu, c'est que ça s'éclaircisse dans les prochaines semaines et mois. Et moi, de ce que j'ai vu des roadmaps, c'est des choses qui devraient arriver. Donc, on devrait avoir un produit qui est beaucoup plus facile à communiquer, à utiliser pour des utilisateurs qui ont une attente d'un service SaaS cloud. Et l'autre point,
C'est aussi un service qui va être une socle. Si on regarde la stratégie long terme quand même sur l'ouverture, sur comment Google fait pour utiliser des data en multi-cloud, on peut imaginer que Looker a sa place aussi là-dedans. Donc clairement, aucun doute sur l'intégration Looker. C'est tout récent. Intégrer une société, ça prend du temps. Intégrer les produits, ça prend encore plus de temps techniquement. Et par contre, c'est sûr que ça va être ça va continuer à être un facteur différenciateur. Question suivante. Y a-t-il des services de sécurité proposés par Sphere sur le cloud? Safe, c'est pour toi? Ouais, je peux en parler. Ça dépend de quel type de service. Déjà, on veut parler. Est-ce que c'est des produits, est-ce que c'est des logiciels, ou est-ce que c'est des services, nous, qu'on peut proposer en tant qu'expert sécurité? Je peux répondre à la deuxième partie pour dire oui, parce qu'aujourd'hui, clairement, on est capable d'intervenir chez les clients pour des sujets autour de la sécurité dans le cloud, que ce soit dans la partie conception, en amont, que ce soit dans la partie implémentation, mais aussi dans la partie audit et optimisation. Donc, clairement, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est qu'on a des clients qui viennent vers nous, on a mis en place GCP, on l'a fait soit avec nos moyens de bord ou soit avec une telle façon à un moment donné dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit audit par rapport à cette architecture, par rapport à cette infrastructure et nous dire ce qui ne va pas, ce qui va bien en plus, hein, s'il y a des bons points, mais aussi est-ce qu'il y a des mises à jour, est-ce qu'il y a des nouveaux produits en termes de sécurité qui peut être implémentés et qui vont nous faciliter la vie et nous faire gagner ce qu'on appelle des points gratuits en termes de sécurité. Parce que parfois, implémenter la sécurité, c'est-à-dire toujours, elle a un coût, les gens peuvent se faire auditer. Donc là, pour éviter d'avoir des failles flagrantes ou évidentes, l'idée au moins, c'est de se protéger, au moins, c'est d'implémenter les bonnes pratiques Google en termes de sécurité comme vraiment comme plancher minimum, quoi. Alors, dans les bonnes pratiques, je veux bien rajouter un point là-dessus. C'est, en tout cas, nous, chez Sphere, on a une conviction, c'est tout ce qui concerne Zero Trust. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, cette conviction qu'on a depuis un certain temps, hein, elle est bien accompagnée par la vision de l'écosystème que propose Google. Entre autres, sur un des axes qui est pour moi fondamental, c'est le Zero Trust Network. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Sphere très tôt. Moi, en interne, ça fait plus de 10 ans que j'ai dit, je ne veux plus qu'on fasse confiance au réseau interne de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on considère que quelqu'un qui a accès au réseau de l'entreprise, potentiellement, c'est quelqu'un qui est malveillant. Et on doit sécuriser nos systèmes par rapport à ce réseau. Et donc, on a, sans spécialement avoir de produit, mais c'était une vision, une manière de construire notre ici. On l'a construit avec ce principe-là. On ne doit pas faire confiance au réseau. Et c'est vrai que maintenant, c'est généralisé. Et du coup, au moment où on est passé, où Sphere est passé en confinement au printemps, hein, pour nous, ça a été vraiment zéro effort, puisqu'on avait déjà une manière de consommer nos services, que l'on soit en interne ou à travers l'Internet, ça changeait rien pour nous, en fait. On était déjà sur cette vision du Zero Trust et du Zero Trust Network. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'ailleurs que depuis, on aide certains de nos clients qui sont encore utilisateurs de ce qu'on appelle le VPN, qui est pour moi une vraie faille d'une infrastructure. C'est une manière, en tout cas, voilà, c'est une faille du système d'information d'utiliser un VPN pour accéder à ces données. Et donc, voilà, donc on a depuis le premier confinement aidé des clients à basculer sur cette manière de voir son infrastructure en lui faisant pas confiance, et entre autres au réseau. Alors, on a plein d'autres questions. Encore une question sur la partie data. Est-ce qu'on a des nouvelles de BI Engine, donc le mode in-memory pour accélérer les usages BI en near real-time? Florent. Oui, c'est pour moi. Oui, il y a des nouvelles de BI Engine, notamment la compatibilité avec plus de sources qu'avant. Donc avant, on était quand même très limité à Data Studio et Google Sheet. Il y a pas mal d'ouverture qui a été faite de ce côté-là. On a Tableau, on a Looker, forcément. On a beaucoup de choses qui est faites de ce côté-là. Encore une fois, pour voir que c'est pas parce que BigQuery a racheté Looker qu'on va mettre BI Engine que sur du Looker. On ouvre aussi à des systèmes tiers comme Tableau et autres. Donc, il y a ça.
Sur la partie performance, je sais qu'il y a aussi tout un tas de métriques qu'on peut maintenant mettre un peu plus finement sur BI Engine pour optimiser le coût que ça va nous coûter notre BI Engine et savoir où on va mettre la barre. Donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va réserver un espace in-memory dans BigQuery sur lequel va taper les services de BI pour avoir de la donnée plus fraîche. Et il y a tout un tas d'algorithmes optimisés par Google pour mettre que la donnée qui va être à disposition pour les dashboards de BI soit la donnée la plus propre et celle qui va être la consommée la plus souvent. Donc, il y a tout ça qui est fait côté BI in memory. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Jean-Charles, non? Non, c'est ça. Le produit avance, c'est compliqué de faire un cache. C'est en informatique, hein, il n'y a pas de secret. Il a grossi le cache là. Ouais, c'est un gros cache. Ouais. Voilà, ça devient un gros cache, mais quand tu as des pétabytes, c'est un giga. Donc oui, et c'est un produit qui est super important parce qu'en termes d'expérience utilisateur, le dashboarding c'est clé et l'expérience du dashboard il est clé quoi. Donc aucun doute là-dessus, ça avance. Je ne sais pas si la roadmap est publique, mais voilà, enfin, je viens de regarder les dates, c'est là, il y a un passage, il y a un passage après, donc ça continue d'avancer. Une autre question sur la sécurité. Est-ce qu'il y a de nouvelles features sur la partie sécurité Command Center? Ça oui, là je pense que Safe va en parler peut-être mieux que moi, mais moi je bosse beaucoup avec l'équipe Security Center aux US. Moi ce que je trouve, je sais pas ce que tu en penses Safe, mais ils ont mal fait la pub. Et après tu me diras Jean-Charles, mais je pense que tu seras d'accord sur la partie premium et sur les vraies différences finalement, et pas juste avec une page de doc où tu vas dedans, mais si tu l'as pas utilisé avant, tu comprends pas trop parce que il y a une vraie différence de coût. Et alors là, ça c'est un autre sujet, mais il faut la comprendre. Et si tu l'expliques bien, ça peut pour moi, ça vaut le coup parce que pour moi, la grosse différence avec le premium, c'est du real time. Alors, il y a une liste de détection beaucoup plus forte. Bon, mais ça, on peut espérer qu'elle va grandir et qu'ils vont en mettre un maximum dans la version free au fur et à mesure. On connaît Google, hein, qui rend de plus en plus ces trucs accessibles. Et le real time, l'autre, c'est pas du real time. C'est 12 heures, je crois, entre 6 et 12 heures. Donc, quand tu veux faire de la détection d'événements real time et vraiment agir tout de suite, la version premium, elle est essentielle. Après, je sais pas ce que tu peux en dire ce que tu as envie d'en dire, mais moi, c'est ma vision. Ouais, je te rejoins un peu en fait dans la partie. J'allais dire les nouvelles. Pour moi, la nouvelle fonctionnalité, c'est ce pré-packaging qui a été fait en fait des deux souscriptions au final, la souscription standard et la souscription premium. C'est clair que c'était dans la plupart des cas pas très bien compris. On se posait des questions sur le coût, comment ça va être calculé par rapport au commit ou pas. C'est des questions techniques aussi hein, par rapport à ce qu'il rentre dans le commit ou pas. Tu vois, c'est des questions très on va dire très enterprise au final, hein, parce que la version gratuite, là, on commence à le sentir quand on a une facturation qui est assez élevée, clairement, parce que c'est 5% quand même du spend qui va partir dans Security Command Center. Par contre, je note voilà que cette version premium, elle va embarquer toutes les fonctionnalités, on va dire, comme son nom l'indique, hein, qui sont premium, tout ce qui est donc intelligence avec l'analyse du log en temps réel, analyse des containers, des fonctionnalités type scan, PCI, DSS, ainsi de suite. Et que finalement, pour la version standard aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, moi c'est mon impression, ils ont mis en place Security Command Center pour leur garde de sphère il y a quelques années maintenant, c'est qu'il ne reste pas grand-chose, j'ai l'impression, de la version standard, et que si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit exploitable pour l'entreprise, on est presque obligé de passer dans la version premium ou utiliser d'autres outils, qui est le cas, moi j'ai eu le cas avec d'autres clients, qui se sont dit au final, pour le coup, que ça va me générer, au final, utiliser Security Command Center, je peux trouver peut-être d'autres solutions sur le marché qui peuvent faire à peu près la même chose ou en plus ou en moins au client final, hein, mais qui me coûteront moins cher au final. Donc, je pense que peut-être ce passage au premium, la com, elle n'a pas été forcément bien gérée comme c'était le cas pour d'autres produits. Question suivante. Jean-Charles veut intervenir. Vous voulez se défendre. Alors, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais quand même, clairement, les produits qui sont en GA, enfin voilà, je vais partager le plus naturellement possible sur les produits qui sont en GA et qui apportent une valeur. Quand il n'y a pas le pricing défini dans le modèle GA, il y a souvent une difficulté pour retrouver un modèle quand même d'utilisation qui soit pérenne pour Google et pérenne pour les clients. Et très souvent, après, ce qui se pose la question, c'est qu'est-ce qu'on laisse en gratuit
qu'est-ce qu'on met en payant et par rapport à d'autres standards du marché, comment est-ce qu'on est cohérent avec des prix du marché sur certaines de ces features-là. Et voilà, donc, et les équipes produits par rapport à ça, elles ont souvent, c'est un exercice ultra périlleux pour eux, cette bascule-là, parce qu'il faut de l'adoption produit aussi. Et voilà, donc je vais faire preuve d'empathie avec l'équipe produit de Security Center, même si parfois c'est pas toujours facile de suivre ce qu'ils ont voulu faire. Mais voilà, c'est compliqué. Remonter les feedbacks. Voilà, donc moi ce que je pense comme message à la communauté, c'est ça. Les équipes produits sont ouvertes à entendre les messages. Enfin, Antoine et je pense discute plus avec les équipes produits que n'importe qui en France, je pense. Et je pense que c'est un message à donner aux utilisateurs GCP. Les équipes produits peuvent prendre des décisions qui, à certains moments, peuvent paraître compliquées. Il ne faut pas hésiter à les remonter. Ça ne veut pas dire qu'on pourra changer tout. Ça veut juste dire que sur les prochaines décisions, sûrement qu'on fera différemment si on a les feedbacks qui remontent correctement. Merci. Est-ce qu'à terme, Kubernetes avec les Kube Operators pourrait être une alternative équivalente mais moins chère aux services managés des cloud providers? Ok, je peux prendre le point. Bon, en gros, pour expliquer un peu le pattern opérateur, c'est un peu, c'est un programme qu'on va configurer, lancer, qui va permettre de manager des applications ou des workloads dans un cluster Kubernetes, comme ça va l'être un opérateur qui va gérer des déploiements ou autre en tout cas. Donc là, bon, la question elle est un peu vaste, hein, clairement, mais aujourd'hui, oui, tu peux le faire si tu veux créer tes propres produits en quelque sorte qui sont gérés par tes propres opérateurs, mais clairement il y a un coût parce qu'il y a un coût de maintenance de ces opérateurs-là et que aujourd'hui c'est les cloud providers qui s'en chargent. Donc il faut voir le trade-off, hein, il a bien dit Jean-Charles tout à l'heure, voir le trade-off. Est-ce que ça vaut le coup de le faire pour vous, parce que peut-être il y a un service où vous savez déjà pertinemment qu'il n'y a aucun cloud provider qui va le réaliser pour vous ou que c'est un besoin spécifique pour votre entreprise. Je pense à ce moment-là, ça vaut le coup. Par contre, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, générique ou qui existe déjà en communauté ou de les cloud providers l'ont ou vont l'implémenter. Je pense qu'il y a un vrai besoin pour se substituer à ces services-là. Et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut privilégier les services managés parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça pour vous. Donc, ça ne sert à rien de s'embêter à maintenir des produits maison. Et même espérer avoir un rapport coût-valeur mieux que celui d'un Cloud Run Manager, comme tu dis, faut vraiment, là, faut être moi, je pense qu'il faut être très bon parce que c'est quand même, les coûts sont extrêmement affinés. Tu payes vraiment que ce que tu as utilisé. Quand on voit le pricing model de Cloud Run, il est incroyable. Et moi, je me rappelle d'un truc que Google avait dit l'année dernière, on va pas dire doucement, mais en tout cas, ils avaient quand même avoué à demi-mot que Kubernetes, c'était un très bon produit, que c'est une très bonne technologie, que c'est génial, mais que des fois, ils se demandaient pas si l'avoir mis dans les mains du plus grand public, des fois, c'est pas un peu dangereux parce que finalement, c'est quand même pas si simple à utiliser. Alors, quelqu'un qui est dedans, il trouve ça très simple, mais du coup, ça peut apporter de la complexité et les gens ont envie de l'utiliser parce que c'est la mode et que tout le monde dit que c'est là vers là qu'il faut aller, donc les gens s'y intéressent, mais finalement, faut pas oublier que les services managés, c'est quand même, ça rend beaucoup de services, plus que ça n'apporte de contraintes. App Engine, il est sorti beaucoup trop tôt et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu du mal finalement à décoller parce qu'en fait, il est sorti à une époque où les gens ne pensaient pas que c'était crédible. Après, voilà. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui connaissent même pas encore. Alors que pourtant, on va encore acheter des billets à la Fnac et quand on achète des billets à la Fnac, on est encore en liste d'attente et tu finit par tomber. Et on a envie de péter un câble, mais bon, voilà. Je vais le dire, c'est obligé de sortir. Bon, voilà. Mais voilà, je suis d'accord avec ça. La question des opérateurs, elle est intéressante. Je pense notamment, tu vois, on prend le cas de Cloud SQL et du PostgreSQL. Voilà, il y a effectivement en open source des opérateurs qui fonctionnent bien et qui ont potentiellement font des choses qui sont peut-être plus élégantes qu'en ce que ferait un service managé Cloud SQL. C'est faire preuve de discernement, c'est regarder quels sont les coûts, c'est regarder quel est l'impact du support, c'est regarder qu'est-ce qu'on attend au niveau de SLA. Et c'est des décisions, il faut en discuter. Voilà. Effectivement, il y a un choix par défaut qui est très souvent de faire appel au service managé et qui permet, entre guillemets, d'assurer un niveau de qualité suffisant pour la grande majorité des workloads applicatifs. Potentiellement, sur certains use cases bien particuliers, ça peut valoir le coup d'investir sur la mise en place d'un opérateur qu'on va récupérer en open source ou même développer le sien parce qu'on a envie de se faire plaisir. Voilà. Ouais. En tout cas, pour moi, il ne faut pas que ce soit la norme ou la règle. Il faut déjà voir ce que propose le cloud provider, quel qu'il en soit, GCP, AWS ou autre,
ce qu'il propose déjà nativement, voir si ça convient à ses besoins. Après, voilà, si on a des use cases qui ne sont pas couverts, à ce moment-là, on peut se tourner vers les opérateurs. Je vous interromps là pour qu'on puisse répondre encore à une ou deux questions avant la fin. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour les équipes SRE, donc ex Stackdriver, SLO Generator, Incident Management, etc. Ça, c'est une bonne question pour Jean-Charles. Alors, oui, le leadership qu'a pris Google sur la notion de SRI et de savoir comment on allait opérer un système d'information moderne avec des pratiques de développeurs, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les clients. Historiquement, Google a plein de produits en interne pour faire ça. Ils ne sont pas forcément utilisables sur étagère pour m'être mis sur GCP. Donc, ça nécessite pour Google de reprendre ces pratiques SRI et de reconstruire un produit à base de Stackdriver, mais pas que, pour pouvoir aligner ça. Donc là, je vous encourage à regarder la partie Service Management, donc c'est Anthos Service Management, enfin la partie Service Mesh, où on commence à voir justement ces notions-là de manière très simple, parce que si vous essayez de le faire vous-même, de faire des SLO, des SLI, des SLA, avec un service de monitoring, bon courage. Là, vous allez pouvoir le faire, entre guillemets, juste en passant vos besoins SLO, SLI, SLA, ils seront calculés automatiquement par la plateforme. Et vous pourrez faire du coup du reporting et du dashboarding et de l'alerting par rapport à ça. Et ça montre bien où est-ce qu'on va. On n'est pas encore une intégration native avec Stackdriver. Il y a plein de choses là-dessus parce que c'est des composants des équipes et c'est à une échelle importante. Néanmoins, oui, c'est un facteur différenciateur. Les produits, il y a un investissement massif et ça va suivre. Et il y a un premier produit qui le porte, c'est ASM. Je dis à tout le monde, si vous ne l'avez pas vu, dans le chat, Alexis a mis le lien vers le SLO Monitoring. Ok, cool. En tout cas, donc, tout ça mène à un sujet qui est en fait qui est un peu la nouvelle suite qui s'appelle Operations maintenant. Elle s'appelle plus Stackdriver, avec une nouvelle interface de monitoring, avec une nouvelle interface de log, et donc surtout pour la partie SLO qui est intéressante, mais qui reste encore à améliorer, notamment avec des mécanismes automatisés qui sont peut-être pas forcément prêts à un instant T. Voilà. Et pour aussi ça, c'est intéressant de voir que, voilà, je vous donne un feedback, c'est qu'un produit, quand il est racheté, quand il est intégré comme Stackdriver, son intégration complète dans le système d'information Google, on ne parle pas en mois, on parle en années. Et du coup, quand on regarde un looker qui vient d'arriver, bah c'est aussi ça la projection qu'il faut avoir sur ce genre de produit. Une dernière petite question qui est la mieux notée là. Cloud Run / Anthos risque-t-il de devenir le nouveau produit phare de GCP? Non. Bon, déjà un risque, je ne sais pas si c'est un risque déjà, à savoir, hein. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un produit qui, en tout cas, c'est mon avis, hein, peut-être les autres, vous avez aussi votre avis. En tout cas, c'est un produit qui fait beaucoup parler de lui, en tout cas ces dernières années. On voit très bien qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui tournent autour d'Anthos. On a du Cloud Run for Anthos, du Machine Learning for Anthos, du Service Mesh pour Anthos. Donc, on voit que des services réseau pour Anthos, du Bare Metal for Anthos. On voit très bien qu'il y a pas mal de produits qui gravitent autour et que ça devient quand même une suite, parce que c'est pas un produit en soi, Anthos, mais ça devient une suite en tout cas qui est de plus en plus riche et qui répond à des besoins un peu plus larges que ce qui a été prévu dès le départ en tout cas. Et vu les investissements qui sont faits, honnêtement, c'est que quelque chose qui va s'accélérer dans le futur. C'est sûr. Alors moi, mon côté data, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a une petite produit au niveau CI/CD dans GCP? Il ne m'a pas laissé finir, Olivier. Olivier, je ne laisse pas finir. Je défends ma paroisse un petit peu. Anthos, moi, je trouve que le produit est super, Cloud Run aussi, et je l'utilise souvent, enfin pas Anthos, mais Cloud Run souvent. Mais encore une fois, moi, un des produits que je trouve central et qui est de plus en plus déployé et développé par Google, c'est BigQuery. C'est un des produits d'appel qui faisait venir beaucoup de monde sur la plateforme. Et aujourd'hui, on regarde un BigQuery, vous pouvez requêter du Bigtable, vous allez pouvoir requêter du Drive, vous allez pouvoir du Cloud Storage, etc. Et il y a intégration avec Anthos, parce qu'on va faire BigQuery Omni. Mais du coup, c'est vraiment cette fusion. Mais pour moi, BigQuery reste pour le moment, et je pense que ça va être quand même pendant un bout de temps, le produit phare de GCP. Ouais.
Parce que ça a une vraie valeur métier, en fait. Derrière, on dit tout de suite, regardez, en 3 clics, on requête 20 pétabytes de données. Et ça, aujourd'hui, ailleurs, on ne l'a pas. Ça, c'est la démo de Didier, ça, avec Wikipédia, ça. Tu lui as piqué sa démo. Voilà, la démo de Didier. Si vous voulez, on fait la démo. Moi, je suis assez aussi en phase avec ça. C'est vrai que c'est un produit, quand on déploie BigQuery, en très peu de temps, hein, je parle de quelques semaines, on a du ROI. Et c'est un produit qui est ultra puissant pour ça. Donc, c'est clair que pour moi, pour l'adoption de GCP, BigQuery, c'est vraiment essentiel dans la stratégie de Google. Je rejoins bien ça. Hein. Et on le voit, et c'est pas un hasard. Hein. Moi, je dis souvent à mes clients, l'histoire de Google, c'est une entreprise dont le métier, c'est de manipuler de la donnée. Et ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça. Ils collectent de l'information et ils la scorent. Ce qu'ils faisaient depuis 98, maintenant tout le monde le fait, tout le monde essaye de le faire. C'est le métier de base de Google. Et donc, c'est tout ce savoir-faire qu'on retrouve dans la stack données, dans la stack data que propose Google, et entre autres à travers BigQuery. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un des produits essentiels dans la GCP. Et bien sûr, dans le futur, je pense que Anthos arrive comme le produit relais. Une fois que j'ai mis mes données, il me faut des outils pour faire mon compute, et Anthos, ce sera bien là pour ça. Bon, écoute, c'était la bonne parole de la fin, on va dire. Je vous remercie tous, franchement, pour cet échange qui, je crois, était riche. J'ai essayé, c'est dur de suivre en même temps le chat, mais visiblement, voilà. On pourra faire les votes en asynchrone après. N'hésitez pas à donner votre feedback. Hein. Vous avez le lien ici. Donc, c'est une adresse Bitly Tableron 311, donc vous pouvez vous en souvenir. Si vous voulez rester et discuter entre vous, on va laisser les tables virtuelles ouvertes pendant une petite demi-heure encore. Voilà, si vous voulez chatter entre vous, on verra qui reste sur les tables. Alors, je remercie aussi tout le monde pour avoir permis d'organiser ça chez Sphère, chez Google, Antoine aussi chez L'Oréal. Merci. Franchement, merci beaucoup pour une première en direct live. Moi, je trouve que c'était top. Et écoute, Didier, je ne sais pas, mais je pense qu'on va réitérer. Hein. C'est ce que je me disais. Je me disais justement, c'est un format qui est assez sympa. À la fois présentation un peu technique, questions-réponses. Je trouve que c'est un beau format et c'est vrai que ça mérite réflexion. Bon. Bonsoir à tous, bon confinement tout le monde, perdez pas le moral, faites du cloud, amusez-vous. Et encore une fois, merci à tous nos... Bonne soirée. À tout de suite sur les tables. Bonne soirée.